Il y a des métiers comme ça, des moteurs invisibles qui font tourner notre futur technologique. Ils sont absolument essentiels, mais franchement assez méconnus. Aujourd'hui, on va mettre un coup de projecteur sur l'un d'eux, une profession qui est vraiment au cœur de la fabrication nouvelle génération. Alors, un ingénieur métallurgiste, qu'est-ce que c'est concrètement? Bon, imaginez un expert qui sait comment prendre un caillou, une roche brute, et en sortir les métaux dont on a besoin. Mais son job ne s'arrête pas là, loin de là. Il est vraiment au centre de l'usine, il optimise tout, il s'assure que la qualité est au rendez-vous, et il fait même le pont entre la technique pure et dure et les clients. C'est un peu le chef d'orchestre de la matière. Mais alors, pourquoi on s'intéresse à un métier qui, sur le papier, peut sembler un peu old school? Eh bien, c'est là que ça devient fascinant. Parce que cet ingénieur est devenu, sans qu'on s'en rende compte, une véritable arme secrète pour la transition énergétique. Pas de voiture électrique, pas d'éolienne sans lui. On va voir exactement pourquoi. Un métier aussi crucial, ça doit payer, non? Absolument. D'ailleurs, le salaire, c'est souvent le meilleur indice pour mesurer l'importance stratégique d'une profession. Alors, allons-y, regardons ce que ça donne, chiffres à l'appui. Regardez-moi ces chiffres, c'est assez parlant. En Suisse, on est au-delà des 116 000 francs. En Australie, on frôle les 130 000 $. Et même en Allemagne, on dépasse les 77 000 €. Ces salaires ne trompent pas. L'expertise d'un métallurgiste, c'est un vrai passeport pour une carrière internationale qui peut être très, très lucrative. Mais ce qui est encore plus intéressant, je trouve, c'est la progression. Ce n'est pas seulement le salaire de départ qui est bon, c'est toute la trajectoire de carrière. Prenez l'Australie. Le salaire peut quasiment doubler avec l'expérience. En Suisse, on passe de 80 000 à plus de 141 000 francs. C'est la promesse d'une carrière où votre valeur, votre expertise, ne fait qu'augmenter avec le temps. Et alors là, ce chiffre, 30%. En Inde, c'est énorme. 30% de potentiel d'augmentation en à peine 5 ans. C'est le signal très clair que la course pour attirer ces talents n'est plus l'apanage des pays occidentaux. Non, les marchés émergents sont en train d'entrer dans la danse et la demande, elle, est en train d'exploser. D'accord, les salaires sont élevés. Mais d'où vient tout cet argent? Ça ne sort pas d'un chapeau. En fait, ces salaires sont juste le reflet d'une demande absolument phénoménale. Une demande qui est tirée par une révolution qu'on vit tous en ce moment, la transition énergétique. Donc la vraie question, c'est ça. Pourquoi cette demande est-elle si massive? Qu'est-ce qui, dans notre économie actuelle, crée une telle ruée vers ces profils au point de parler de pénurie? En fait, la réponse tient en deux métaux. D'abord, le cuivre. C'est simple, c'est l'épine dorsale de l'énergie verte. Sans cuivre, pas d'éolienne, pas de voiture électrique, pas de réseau électrique moderne. Et puis, il y a le lithium. On l'appelle l'or blanc et ce n'est pas pour rien. Sans lui, pas de batterie. Nos téléphones, nos ordinateurs et surtout nos voitures électriques, tout ça dépend de lui. Et la demande pour ces deux-là, elle est littéralement en train d'exploser. Et il ne faut pas se fier qu'à mon analyse. Écoutons ce que disent les spécialistes de recrutement. Le centre de gravité de cette ruée vers les métaux est en train de se déplacer. L'Amérique latine est en train de devenir l'épicentre d'un boom minier historique, entièrement tourné vers l'énergie du futur. Et cette demande, elle n'est pas uniforme. Regardez cette carte. Chaque pays a sa spécialité. En Argentine, on s'arrache les experts du lithium. Au Chili, c'est le cuivre. Au Pérou, on cherche des gens pour gérer les projets. La demande est super ciblée et c'est justement ça qui la rend si intense. Bon, on a vu les chiffres, la macroéconomie, les salaires, mais dans la vraie vie, sur le terrain, ça se passe comment? On va plonger un peu dans la culture du métier, les débats et les opinions qui animent la profession au quotidien. Alors, la vie sur un site minier, c'est comment pour un métallurgiste? On a regardé ce qui se dit, on a recueilli des témoignages, et on peut dire une chose, tout le monde n'est pas d'accord. Mais alors vraiment pas. Les avis sont même parfois radicalement opposés. Et voilà le grand écart. D'un côté, ils sont vus comme les cerveaux de l'opération, l'élite intellectuelle du site. Et de l'autre, eh bien disons que l'image est un peu moins flatteuse. Certains les voient un peu comme des pompiers pyromanes qui créent des problèmes juste pour avoir le plaisir de les résoudre ensuite. Deux ambiances, deux réalités qui coexistent au même endroit. Et comme si ce n'était pas assez compliqué, l'endroit où on travaille change absolument tout. D'après des pros qui ont bossé sur les deux marchés, l'Australie semble être un meilleur parti, meilleur traitement, meilleure perspective. Au Canada, en revanche, les ingénieurs miniers semblent avoir un peu l'avantage, que ce soit en termes de salaire ou d'opportunités. Alors, avec toutes ces informations, comment on s'y retrouve? Pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans cette voie, c'est essentiel de comprendre comment naviguer dans ce paysage mondial qui est, on l'a vu, assez complexe. Concrètement, si on veut s'expatrier, comment ça marche? Les portes d'entrée ne sont pas les mêmes partout. Le Canada et l'Australie, par exemple, ont des systèmes à points. Ça veut dire qu'on peut y aller sur la base de ses seules compétences, même sans avoir d'offre d'emploi. Les États-Unis, c'est une toute autre histoire. Sans une entreprise qui vous sponsorise, c'est quasiment mission impossible.
Et pour avoir un avantage, il faut penser comme un recruteur. Que font les boîtes qui attirent les meilleurs profils? Elles planifient très longtemps à l'avance, elles soignent leur image de marque, elles chassent les talents à l'international et elles s'entourent de spécialistes. Rien que de comprendre ça, c'est déjà avoir un pied dans la porte. Pour conclure, une question se pose. Est-ce que cet ingénieur invisible n'est finalement qu'un rouage essentiel de la fabrication de demain? Ou est-ce que, quand on regarde la demande mondiale, les salaires, les opportunités internationales, est-ce que ce n'est pas tout simplement l'une des voies les plus directes et les plus sûres pour se construire une carrière mondiale à l'épreuve du temps? La réflexion est ouverte.